présente. Bonjour à tous, vous pouvez vous installer, on va démarrer. Donc il y a un petit peu plus de monde à 10h30 qu'à 9h, peut-être il y a eu quelques pannes de réveil. En tout cas, c'est bien de vous voir là, c'est cool. Moi, je m'appelle Pierre Hélier, je me suis pas présenté ce matin, mais il paraît qu'il faut que je le fasse. Et surtout, il faut que je vous dise que je travaille à l'université de Rennes. Université de Rennes, hein, voilà. C'est dur, hein, voilà. Non, je suis enseignant-chercheur à l'université de Rennes et donc voilà. Alors, on va avoir un deuxième exposé assez différent du premier exposé. Alors, je ne sais pas si vous le savez, je vous l'ai dit ce matin, mais pour ceux qui n'étaient pas là, les conférences de 2024 de l'année dernière sont disponibles en ligne et vous pouvez les regarder. C'est peut-être même plus intéressant des fois que certaines séries Netflix, hein, si vous avez vu l'exposé de ce matin. Et en particulier, l'an dernier, on a eu Marc Koudja, qui est médecin hospitalier, chercheur, qui était déjà venu faire une intervention sur l'IA et les applications de l'IA, alors du point de vue forcément du praticien hospitalier, mais également du point de vue du formateur de médecins, parce que ça a aussi un impact sur la façon dont les médecins vont être formés dans les années à venir, puisque c'est quand même essentiellement un travail de mémorisation. Voilà. Donc l'an dernier, on avait déjà eu ce premier exposé sur l'IA et la santé. Et c'est un sujet où il y a beaucoup d'attentes. Alors beaucoup d'attentes d'abord parce qu'il y a, il faut le dire, une explosion du nombre de cas de cancer autour de nous. Désolé de plomber un peu l'ambiance, mais c'est vrai. Petit aparté, si je peux me permettre d'ailleurs une aparté politique, les gens qui cherchent à promouvoir des lois qui veulent réintroduire des substances dangereuses pour la santé, alors que le monde scientifique sait qu'elles sont dangereuses, portent quand même une grosse responsabilité dans l'augmentation de ce nombre de cas de cancer. Et ça nous touche tous à partir d'un certain âge. Voilà, donc l'IA, c'est clairement un domaine, la santé, c'est clairement un domaine où l'IA a beaucoup d'attentes et suscite beaucoup d'attentes. Et on est très content ce matin de recevoir Pierre Fillard, qui va nous offrir un regard d'industriels et de chercheurs en fait sur ça. Alors la raison pour laquelle on a invité Pierre aussi, c'est parce que c'est rare d'avoir des exemples de success story, de quelque chose qui démarre d'un prototype de recherche et vraiment de la recherche à l'INRIA jusqu'à un marquage CE, un FDA clearance et des logiciels qui sont utilisés au quotidien et qui aident à sauver des gens. Et de faire tout ce chemin, c'est quand même une entreprise assez rare. Alors Pierre a fait sa thèse en 2008 à l'INRIA Sofia, donc à l'INRIA mais à Sofia, bon, personne n'est parfait. Après, tu as eu un parcours de chercheur à l'INRIA, et puis en 2013, je crois, vous avez cofondé avec Olivier Clatz la société dont tu vas nous parler aujourd'hui, Therapixel. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre je crois que je voulais... Oui, alors aussi, il y avait un truc que je voulais dire aussi, c'est... pendant ta thèse, tu as aussi cofondé un logiciel Made in RIA. Tu avais déjà, je pense, cette volonté d'avoir un impact par le logiciel. Logiciel qui a été utilisé par plusieurs équipes INRIA, qui est toujours en vie d'ailleurs depuis ce temps-là. Et donc c'est aussi la démonstration que en étant informaticien, on peut avoir un impact fort dans le domaine de la santé par justement ces développements logiciels et ces nouvelles méthodes. Voilà. Donc je crois que ce que tu vas nous raconter, c'est cette aventure en fait de start-up partant de la méthode jusqu'au produit. Merci. Merci beaucoup Pierre pour l'introduction et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis honoré d'être présent ici pour vous parler. En général, je ne fais ça qu'avec des étudiants. Je refuse toute autre invitation quand c'est pour des congrès de machin, de trucs un peu bizarres, mais je préfère parler aux étudiants, je trouve que c'est plus impactant. Et puis, moi j'aime beaucoup, ça fait partie aussi de la transmission à un moment donné, j'espère, de ce qu'on a fait qui peut être intéressant. Donc, je vais vous présenter un petit peu, alors pas de façon chronologique, l'histoire de Therapixel. Je vais échantillonner quelques éléments qui sont intéressants. Ça va être volontairement une présentation un petit peu plus technique que la première. Donc, normalement, vous êtes tous des étudiants fans d'IA qui probablement connaissez tout déjà sur l'IA. Donc, vous n'allez pas forcément apprendre grand-chose, mais quand même des petits éléments que j'essaie de faire passer pour voir comment on passe notamment du Change Dream, donc je reviendrai un petit peu après, qui nous a fait un peu pivoter sur cette activité d'IA pour le dépistage du cancer du sein, à plusieurs produits, comment on les valide cliniquement, comment on prend en compte ces problématiques de biais, qui est le thème de la semaine et qui sont ultra importantes dans le dispositif médical en santé,
Et puis, on va parler un petit peu du futur, voilà, sur quoi on travaille. Faut savoir que je suis chercheur, j'aime bien le terme industriel, mais avant tout, je suis chercheur dans mon âme. Et montrer aussi que dans une start-up, on peut faire de la bonne recherche. On n'a pas à rougir. Mais je vais déjà vous présenter un peu le parcours de santé de Madame, on va l'appeler Madame X, je n'ai pas d'autres termes, on va pas l'appeler différemment, donc qui vient d'avoir, on va dire, 40 ans aux États-Unis, et qui est invitée à faire un dépistage du cancer du sein. Le cancer du sein touche une femme sur 8, donc c'est le cancer le plus mortel, c'est la première raison de décès par cancer chez les femmes. Une femme sur 8 au cours de sa vie va être atteinte du cancer du sein, et donc il y a des programmes de dépistage qui sont organisés dans la plupart des pays de l'OCDE, qui consistent à des femmes tout à fait normales, saines, aucun problème, mais on leur envoie une petite lettre, notamment en France, c'est le cas à partir de 50 ans, tous les 2 ans, une petite lettre qui dit venez vous faire dépister du cancer du sein, venez faire votre mammographie, et il faut le faire tous les 2 ans en France, et c'est tous les ans aux États-Unis. Donc Madame X reçoit sa lettre et va faire son premier dépistage en 2015. Mais il faut savoir que quand c'est la première fois que vous faites un dépistage, le radiologue il va découvrir un petit peu l'anatomie du sein, la texture, ce qu'il y a dedans. Et quand on vieillit, c'est normal, on a des petites anomalies qui se créent, mais la plupart sont bénignes, tout à fait normales. Il y a des calcifications, il y a le tissu bouge, change, évolue avec le temps, on vieillit, c'est normal. Mais donc, comme le radiologue n'a pas d'examen de comparaison, ne sait pas si c'est quelque chose de nouveau qui est apparu ou qui a évolué, eh bien, il va faire une biopsie pour s'assurer que ce qu'il voit dans l'image n'est pas un cancer. Vraiment, on estime à peu près une chance sur 10 d'avoir une biopsie lors du premier dépistage du cancer du sein. Alors, une biopsie, ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est très stressant pour les patientes. On vous dit, bon, je vais faire un petit prélèvement, c'est sans doute rien du tout, mais on va vérifier au labo, et puis vous attendez le résultat pendant 3 semaines, et puis il y a quand même, à un moment donné, un résultat qui arrive et qui dit si oui ou non c'est un cancer, donc c'est quand même stressant. Donc c'est un petit peu vacciné Madame X pour son dépistage, du coup en 2016 elle n'est pas allée, parce qu'elle a encore le souvenir de 2015 qui ne s'est pas bien passé. 2017, 2 ans après, de l'eau est passée sous les ponts, elle y retourne, pas de problème, c'est négatif, on y va. 2018, rebelote, tous les ans. Et là ce qui se passe un petit peu après 2018, c'est que quelque chose change dans le corps de Madame X et il y a des cellules tumorales qui commencent à proliférer dans le sein, mais qui sont vraiment au tout début du processus. Ce qui fait qu'en 2019, quand elle passe un autre dépistage, eh bien, le cancer est là, mais n'est pas détectable par l'imagerie. C'est trop petit, c'est trop subtil, il n'y a pas de signal, la mammographie n'est pas assez sensible pour voir des choses qui sont très microscopiques encore à ce stade. Puis vient 2020, où là, pour le coup, le cancer est peut-être visible, mais très très subtil, et le radiologue l'a raté. Alors, je ne sais pas s'il y a des étudiants en médecine, en radiologie dans la salle. Je ne pense pas, mais ne soyez pas choqués, c'est humain, on peut rater des choses, le radiologue n'est pas parfait, et des choses très subtiles, et on le verra après dans les exemples, qui sont assez facilement ratables. Mais du coup, le cancer a été raté, et du coup, en 2021, par contre, là, le cancer a été détecté parce qu'il était suffisamment visible dans l'imagerie, assez gros, donc on a pu faire une biopsie qui est revenue positive. Et donc, on voit dans ce parcours que finalement, entre le moment où le cancer démarre et le cancer détecté, il se passe beaucoup de temps. Et quelle est la promesse de l'IA dans ce cadre de dépistage du cancer du sein ? Elle est aux 2 niveaux. Donc, premier niveau, c'est qu'on peut essayer rassurer le radiologue quand il voit la première fois une mammographie, en évitant de faire ce qu'on appelle des faux positifs radiologues, c'est-à-dire que le radiologue a cru bon de faire une biopsie, mais en fait qui s'est révélé négative, donc on a créé du stress pour la patiente pour rien. Donc l'IA peut aider à réduire en fait les examens qui sont pas nécessaires pour les patientes et qui sont source de stress, voire de complications, et également permettre de détecter dès 2020 le cancer qui a été raté par le radiologue. Donc on va être à la fois en train de rassurer le radiologue pour qu'il prenne une meilleure décision pour sa patiente, en réduisant les faux positifs et en évitant les faux négatifs, c'est-à-dire pouvoir détecter le cancer le plus tôt possible, parce qu'on sait qu'à partir de là, l'arsenal thérapeutique pour la patiente va être pas du tout le même. Vous pouvez par exemple passer de simplement faire une petite chirurgie locale pour enlever le cancer qui s'est pas étendu, ou même faire une petite chimio localisée, enfin une petite radiothérapie ou une chimio, versus une mastectomie complète, on va avoir l'ablation des seins. On va dire le traitement thérapeutique n'est pas tout à fait la même chose pour la patiente. Alors, pourquoi c'est compliqué ? Parce que le dépistage du cancer du sein, c'est de trouver une aiguille dans une botte de foin. On considère les radiologues trouvent entre 5 et 7 cancers tous les 1000 dépistages. Donc je vais arrondir à 10 pour 1000, donc 1%. 1%, ça veut dire que vous devez voir 99 examens négatifs normaux et de temps en temps, il y a un cancer qui se cache.
Sauf qu'évidemment, c'est pas comme ça. Il se cache au hasard dans la pile d'imagerie que le radiologue doit regarder tous les jours. Hein, ils vont avoir 50 normales, et tout d'un coup, là, il y a un truc qu'il ne faut pas qu'il rate parce qu'il y a un cancer. Donc c'est hyper compliqué. Et l'idée, c'est de 90% des examens qui sont tout à fait normaux, et en plus, on trouve que 5 à 7 cancers pour 1000 dépistages. Donc c'est vraiment trouver une aiguille dans une botte de foin, et donc le but des radiologues, c'est d'aller isoler les cas qui nécessitent des examens complémentaires, et encore mieux, normalement, n'isoler que les cas où il y a des cancers. Alors, je vous montre des exemples. Moi, je suis beaucoup sur l'imagerie, j'espère que vous voyez bien l'image. Là, c'est un exemple de mammographie, donc on appelle ça la vue de face. Donc c'est le sein vu de haut, qui est compressé dans la machine, et c'est un rayon X du sein, finalement, vu de haut. À gauche, vous avez le sein droit, à droite le sein gauche, c'est les conventions radiologiques. Et souvent, c'est présenté de cette manière-là, avec le sein gauche et droite côte à côte, pour voir, parce que le corps humain est assez symétrique dans l'ensemble, et donc comparer gauche et droite permet d'identifier des zones qui sont très asymétriques. Donc qui permettent de voir très rapidement pour le radiologue qu'est-ce qui se passe. En général, quand j'ai des étudiants, je fais voter pour savoir est-ce que vous trouvez le cancer, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est là. Là, vous êtes trop nombreux, je ne vais pas le faire. Mais donc, effectivement, sur une image comme ça, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de grosse zone asymétrique sur l'image de gauche, une masse spitulée, c'est vraiment le lieu d'un cancer, un cancer assez visible, assez gros déjà. Donc ça, voilà, pas de problème. Un autre exemple, là, c'est les vues de profil, donc on appelle l'oblique, c'est le sein vu de profil, pareil, sein gauche à droite, sein droite à gauche. Et même chose, en faisant cette analyse symétrique, on peut se dire, tiens, il y a cette, alors je vais essayer de pointer avec la souris, cette petite zone-là, qui a priori, on ne se retrouve pas de l'autre côté. En plus, elle est dans une zone, donc ça s'appelle le muscle pectoral, pardon. Et une zone ici, une densité ici, c'est assez suspect, ça s'appelle les zones interdites de Tabar. Normalement, il n'y a pas de densité à cet endroit-là. Donc effectivement, le cancer est là. Là, je vous ai montré des cas simples. Un autre cas, donc là, on est sur un sein qu'on appelle dense. Donc on voit qu'il y a beaucoup de glandes. Donc tout ce qui est blanc, hein, c'est la glande mammaire. Donc on catégorise les seins suivant leur densité entre A, B, C, D. A étant très peu dense et D très dense. Donc là, on est entre C et D. Et il y a un cancer ici. Où est-il ? Eh bien là, vous auriez peut-être un peu plus de difficultés en tant que non-expert pour dire qu'il y a un cancer. Et bien en fait, le cancer se trouve... Alors, j'ai du mal à voir. Je vais mettre une petite flèche. Il est là. C'est une petite zone en étoile qu'on a un petit peu de mal à voir, qui s'appelle une distorsion architecturale, et qui est le signe d'un processus de croissance, de néoplasie sous-jacente, qui déforme la texture du sein, et qui est le lieu d'un cancer. Les 3 exemples que je viens de vous montrer sont des exemples triviaux pour les radiologues. Cet exemple est trivial. Le radiologue, en une demi-seconde, il le détecte. Pas plus. Donc ça, c'est l'équivalent de caractériser pour un radiologue des carrés blancs sur des fonds noirs. Voilà. Donc on va devoir, notre but a été d'entraîner une IA pour devenir aussi bon que ça. Et détecter pas seulement les grosses patates dans les images, mais surtout les trucs comme ça. Donc, on voit qu'il y a une certaine difficulté, enfin c'est pas trivial de développer une IA pour le dépistage du cancer du sein, de par déjà la diversité de l'expression du cancer dans les images. Vous avez des masses, parce que je vais montrer un peu les exemples, ici vous en avez un autre en haut à droite, qui sont des choses qui peuvent être spiculées assez évidentes, mais qui peuvent être aussi des masses dont le contour est bien défini par endroits et commence à être mal défini ailleurs, donc c'est des choses qui sont assez suspectes. Vous avez des calcifications, donc qui sont des petits amas de points ici blancs. Alors là, c'est très zoomé, mais c'est des choses qui sont très très petites, qui peuvent faire une dizaine de pixels sur une image qui en fait 5000 par 4000. Donc il y a un problème d'échelle en fait. Vous voyez bien, on va à la fois devoir trouver des choses qui sont très grosses et des choses qui sont très très petites, très subtiles. Et cet aspect multi-échelle n'est pas forcément quelque chose qui est très abordé dans la littérature en IA, en computer vision. Hein, on a tendance à essayer de segmenter des bonhommes, des trucs, des nuages, des machins. Mais alors le tout petit truc dans l'image et aussi le gros truc, c'est pas quelque chose qui est complètement résolu. Vous devez aussi prendre en compte toute cette diversité de tissus, de texture du sein, entre les seins très denses, peu denses, fibroglandulaires, etc. Et également prendre en compte la spécificité de la mammographie et des examens de mammographie quand vous n'avez pas qu'une image à détecter. Enfin, l'examen contient des fois 4 à 5, 6, une douzaine d'images, parce que le radiologue a besoin de faire tout ça pour faire un panoramique complet du sein, plus les antériorités, parce que là, il y a un signal qui est extrêmement important sur lequel le radiologue se base, c'est voir si quelque chose progresse dans le temps. Voilà, une lésion qui est stable
priori, c'est bénin parce que ça bouge pas, mais une lésion qui évolue, et évolue notamment rapidement, c'est de facto très suspect. Donc, quelque part, ça, c'est les spécificités de la problématique, multi-échelle, diversité, plusieurs images, et comment on va développer de la technologie, de la technique pour prendre en compte tout ça. Donc la première partie, c'était mon introduction. Ma première partie, ça va être de vous présenter un peu l'évolution assez rapidement, hein, des architectures neuronales qu'on a mis en place chez Therapixel, qu'on a développées pour prendre en compte ce problème. Et le sous-message que je veux faire passer, pour ceux qui sont un peu moins techniques ou qui veulent pas forcément se plonger dans le détail, c'est que le choix de l'architecture est ultra important, parce que si votre modèle ne peut pas apprendre quelque chose, il l'apprendra jamais. Ça paraît trivial ce que je raconte, mais on peut pas faire l'hypothèse qu'un modèle d'IA, en lui donnant n'importe quel modèle, en lui donnant suffisamment de données, suffisamment de trucs, il va trouver un truc que l'homme ne peut pas détecter. Ça n'existe pas. C'est une espèce de fantasme qu'on s'est mis en tête en se disant, l'IA va le faire avec ses puissances de calcul. Si je vous montre une image, par exemple, qui apparaît tout à fait normale, mais que quand je montre le symétrique, eh bien, là, on s'aperçoit qu'il y a une asymétrie entre les deux, donc il y a lieu d'un cancer dans une image et pas l'autre. Si vous donnez que l'image là, le modèle ne va pas vous dire, par magie, il y a un cancer ici. C'est en ayant la capacité de comparer les images que le modèle va donner une bonne prédiction. Donc, très rapidement, on va commencer par ce qu'on a un petit peu développé, enfin, les différents types d'approches sur lesquelles on s'est basé, qui sont relativement triviales. À gauche, c'est une approche plus end-to-end. Ça, c'est une des approches, on dirait état de l'art en deep learning, c'est de dire, on a un problème des données, ici de mammographie, et ce qu'on veut savoir à la fin, c'est s'il y a un cancer. Donc vous entraînez un modèle qui va prendre en entrée des grosses images, et qui va sortir à la fin juste un bit d'information qui est en gros 0, 1, 0, il n'y a pas de cancer, 1, il y a un cancer. Donc on optimise l'intégralité de la chaîne d'un coup, ce qui permet d'éviter les problèmes d'accumulation d'erreurs, mais qui aussi sont complexes parce que les images sont très grosses, donc comment vous allez nourrir vos GPU. On n'est pas Tesla, on n'est pas OpenAI, on n'a pas des fermes de GPU, on a des petits GPU pas très puissants à Therapixel, mais pas si mal que ça, mais quand même pas fou. Donc il faut aussi conjuguer les problèmes techniques. Et l'autre problématique, c'est que ça va vous dire est-ce qu'il y a un cancer, il n'y a pas un cancer, mais ça ne va pas vous dire où. Donc c'est un peu embêtant, parce que le radiologue il peut être un peu perdu en disant ok, il y a un cancer dans l'image, l'IA est sûre à 100%, mais alors elle ne me dit pas où du tout. Il y a des techniques, certes, pour revenir sur ça, mais c'est pas parfait. Donc on peut compléter ça par des approches de détection de caractérisation, où on va premièrement détecter dans le sein ou dans n'importe quelle image tout ce qui n'est pas du tissu normal, donc tout ce qui est une anomalie qui n'est pas forcément maligne, hein, qui a beaucoup de choses bénignes dans le sein. Et une fois qu'on a détecté toutes les choses-là, on va utiliser un autre réseau de caractérisation qui va permettre de séparer ces détections en deux paquets, des paquets de lésions bénignes et des paquets de lésions malignes. Ce qui permet de travailler à des beaucoup plus hautes résolutions en caractérisation. On va pouvoir monter en résolution sur un modèle qui va travailler sur des petits crops de l'image. Donc, je vous introduis le DreamNet. Alors, je fais un petit aparté sur le Challenge Dream. C'est un challenge qui a été organisé en 2016-2017 aux États-Unis, dont le but était d'entraîner la machine à détecter dépister des cancers du sein, qui était ouvert à tout le monde. Il y avait $1 million à la clé pour les gagnants. Donc, il y a eu beaucoup de participants. Et la particularité de ce challenge, c'est que tout le monde avait le même temps de calcul de temps GPU alloué pour l'entraînement. Donc, tout le monde était mis à un pied d'égalité. Les données d'entraînement étaient dans le cloud. Le temps de calcul était fixé par compétiteur. Et donc, finalement, ce qui différenciait les équipes, c'était un peu le talent de programmation des réseaux pour voir lequel allait performer. Donc, c'est un challenge qu'on a gagné. On n'a pas eu $1 million. On en a eu un petit peu, mais pas tout pour différentes raisons. Et ce qu'on a mis en place, c'était un algo end-to-end qu'on appelait DreamNet. Alors, c'est des choses très simples, pour l'instant, sur lesquelles on a mis quelques couches convolutionnelles, dans un premier temps, qu'on a pré-traîné sur des petits crops, à séparer dans le sein ce qui était soit du tissu normal, soit de la calcification bénigne, maligne, des masses malignes et des masses bénignes. On avait 5 classes. Et donc, ce petit réseau était pré-traîné sur un petit dataset. Puis, comme il était ce qu'on appelle fully convolutional, donc qui était invariant suivant la taille d'entrée, on pouvait lui rentrer les images entières. Et à la fin, ça nous sortait une heatmap qui donnait à chaque pixel de l'image quelle était la probabilité qu'il y ait du tissu sain, une masse maligne, bénigne, etc. Et ça, on a rajouté une petite tête de ResNet, bon, voilà, juste pour l'histoire de stabilité de gradient, pour aller
condenser cette information ici sur la heatmap pour sortir un bit d'information. Et on a fine-tuné tout ce modèle sur les données du challenge Dreams, qui nous a fait avoir les meilleures performances. Voilà. Donc ça, c'était le point de départ, un petit peu une première techno, une première idée de réseau de neurones pour dépister les cancers du sang. On a rajouté également l'aspect symétrique. Donc on a un petit peu étendu cette approche DreamNet en lui donnant la possibilité de comparer deux images, gauche et droite, en allant simplement fusionner les feature maps en sortie du backbone. Alors, cette partie-là, je l'appelle le backbone, qui est en fait l'extracteur de features de mes images. Et voilà, on concatène un peu les feature maps de gauche et droite, on rentraîne quelques couches convolutionnelles, et ça permet au réseau d'être capable de comprendre quand quelque chose est très symétrique, c'est probablement bénin. Par contre, quelque chose qui est très asymétrique, il va avoir tendance à augmenter son score de suspicion de malignité, et ce qui permet d'avoir des performances un petit peu accrues sur ce réseau. Ensuite, on a abordé des approches détection-caractérisation, donc des choses assez finalement maintenant standards, mais qui à l'époque, on remonte en 2017-2018, n'étaient pas forcément si claires. On a fait de la détection, donc on a essayé d'entraîner un réseau à détecter tout ce qui n'était pas du tissu normal dans l'image, pour après le caractériser de manière plus fine. Donc, mais on a voulu vraiment prendre en compte l'aspect multi-échelle. Donc pour ça, vous avez des choses comme les features Pyramid Network, je pense qu'elle a été introduite par FAIR, je suis pas sûr, il me semble que c'était Facebook à l'époque, qui avait introduit ces aspects multi-échelle, qui permet en fait à un réseau non seulement quand il va voir localement quelque chose, il va le voir à différentes échelles, il va pouvoir combiner cette information à différentes échelles, donc ce qui fait qu'il va pouvoir avoir un pixel, le voisinage, et puis à une autre échelle, il va y avoir un voisinage un petit peu plus grand, puis encore un petit peu plus grand. Ce qui fait que quand vous avez une lésion, par exemple, qui est localement, a priori, tout à fait normale, mais quand on prend un petit peu de hauteur sur l'image, on s'aperçoit que son contexte, où elle est placée, à côté du pectoral, etc., c'est quelque chose qui devient de facto plus suspect. Donc ça donne cette capacité au réseau à comprendre un petit peu le contexte autour d'une lésion, et c'est hyper important, notamment quand on va travailler sur des lésions qui vont être de différentes tailles à différentes échelles. Donc ça donne une capacité au réseau à apprendre cet aspect multi-échelle, et ce qui a permis de faire la détection sur les images de mammographie, qui marche très bien. Et comme je l'avais annoncé un petit peu avant, on complète ça par un réseau qu'on appelle de caractérisation, donc qui va prendre la sortie du réseau de détection. Donc le réseau de détection va nous donner plein de zones dans l'image qui sont potentiellement anormales, pas forcément malignes, mais en tout cas anormales. Et ce réseau de caractérisation, on va l'entraîner à séparer ces petits crops d'images, ces petites détections, entre ce qui est bénin et ce qui est malin. Et pour ça, on a utilisé des méthodes, notamment de réseau progressif, où on va rééchantillonner le patch. C'est nourri par pardon, vous voyez pas ma souris là. C'est nourri par ces petits crops ici. Donc ça va être les données d'entrée du réseau. Là, notamment, on a la version une image et le patch symétrique pour donner la capacité au réseau de raisonner de manière différentielle entre deux images. Et on va donner plusieurs résolutions de ce crop, vraiment de très fine à un petit peu moins fine, fusionnées pour donner aussi un score de malignité qui va être conditionné notamment à l'image symétrique. C'est-à-dire que là, on va avoir des choses qui vont être caractérisées plus finement quand la symétrie est présente et avec un score qui va être plus bas quand les choses sont très symétriques et augmenté quand les choses sont plus asymétriques. Et puis, on a mis tout ça dans un premier produit qu'on a appelé MammoScreen, qui est une espèce, qui est un peu une usine à gaz en vrai, sur lequel on donnait toutes les images de mammographie. On a ce backbone qui est revenu à plusieurs moments dans ma présentation. On a l'aspect de détection avec les... Pardon. Voilà, l'aspect détection qui arrive avec les FPN, les DreamNet symétriques ici, la caractérisation qui arrive là, on fusionne toutes les findings, on fait du rendu, et voilà ce qu'on présente finalement au radiologue qui découvre la mammographie en même temps qu'il a les prédictions de l'IA qui va lui donner on va dire un condensé de ce que l'IA a vu et notamment des marqueurs sur les zones qui sont considérées comme étant suspectes. Donc vraiment le radiologue peut découvrir la mammographie et en même temps il voit la prédiction de l'IA pour avoir un diagnostic plus précis, rassurer la patiente ou ne pas rater un cancer subtil. Alors ça a été la première génération de ce qu'on a développé, qui marche bien, mais qui est très complexe à maintenir. On voit qu'il y a plein de réseaux différents, donc la maintenance de ça, le réentraînement, en plus des réseaux qui dépendent un peu les uns des autres. Donc c'était pas complètement
satisfaisant, et l'autre problématique, c'était des temps d'inférence qui étaient un peu longs. Il faut savoir qu'un radiologue, il va attendre 2-3 minutes son résultat, mais pas plus. Sachant que la moitié du temps est déjà pris par l'upload de l'image dans le cloud. Voilà, donc il vous reste en gros 30 secondes pour faire l'inférence. Sur des images qui font encore une fois 5000 par 4000, et il y en a une douzaine dans l'examen. Et je ne parle pas de la tomosynthèse, qui est la mammo 3D. Donc c'était un peu trop compliqué, et on a décidé de simplifier ça. Donc on a créé une nouvelle génération de modèles qui étaient assez inspirés de ce qu'il y avait avant, mais qui combinaient tout, qu'on appelait HydraNet, l'hydre à 5 têtes, qui est composé de la façon suivante. Vous avez un backbone qui est toujours à base de CNN pour faire de l'extraction de features, qui est équivalent à ce qu'on a présenté avant. Ensuite, le next, on verra après, c'est ce qui donne une capacité multiscale, donc d'extraction multi-échelle de features dans les images, encore une fois, pour bien comprendre les choses très petites comme les choses très grosses. Et par-dessus, on va plugger plusieurs têtes de décision, qu'on appelle les têtes de décision, qui peuvent déjà donner la position des findings, position des anomalies dans l'image, le type également, est-ce que c'est une masse, est-ce que c'est une classification, est-ce que c'est autre chose, sa malignité, donc encore une fois, faire cette détection-caractérisation en même temps, mais en end-to-end, et également la malignité en prenant en compte l'image symétrique, et on a pu introduire la malignité en prenant en compte l'image antérieure. Donc l'antérieure, ce qui permet de, un peu comme l'analyse gauche-droite des images, c'est l'analyse avant-après, donc 2 ans par exemple, l'image d'il y a 2 ans et l'image courante, est-ce qu'il y a eu une évolution, voilà, localement, est-ce que le réseau va être capable de la détecter. Voilà, donc ça c'est un peu le réseau de neurones en soi, avec un backbone à gauche. On a mis des BFPN, donc un double Feature Pyramid Network ici pour donner cet aspect multi-échelle, puis après des couches convolutionnelles un peu standard. Vous pouvez mettre un MLP ou ce que vous voulez derrière pour prendre les décisions donc sur chacune de ces têtes. La différence, c'est que pour l'antériorité, ce qu'on appelle le prior, on fait une fusion de feature map un peu différente. On va faire une soustraction de feature map qui marche bien en pratique. C'est-à-dire que quelque part, vous allez passer dans votre modèle l'image courante et l'image d'il y a 2 ans. Évidemment, il faut les recaler un peu. Bon, le recalage, c'est pas un problème en soi maintenant avec le deep learning, pour qu'elles soient bien alignées. Et puis, le réseau va répondre d'une certaine manière sur la présente et sur l'antériorité. Et quand vous faites une soustraction, ça a tendance à annuler les choses qui sont justement stables et mettre en avant les choses qui ont été très évolutives. Et en se basant sur ces différences de feature map, le réseau est capable de bien comprendre quand quelque chose a évolué, il va avoir tendance à, encore une fois, augmenter son seuil de suspicion, on va dire, sur la malignité, tandis que quand quelque chose est stable, il va avoir tendance à dire, bon, il n'y a rien, donc pas de problème. Donc c'est comme ça qu'on a pu prendre en compte voilà, les antériorités. Donc ça a donné une deuxième génération d'algo pour le dépistage du cancer du sein, qui à la fois était voilà, plus simple, il y avait un gros réseau à apprendre, mais différentes têtes, et à entraîner, pardon, à différentes têtes, et surtout était beaucoup plus rapide par rapport au réseau qu'on avait développé avant. Mais c'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que principal inconvénient des méthodes que j'ai montrées jusqu'à maintenant, c'est qu'elles considèrent grosso modo une image à la fois. Alors, on va prendre une image, de temps en temps on va prendre l'image symétrique ou l'antérieure, mais on va se limiter à 2 ou 3 images maximum pour donner du contexte à la détection d'anomalies dans les images. Et ça donne pas la capacité au réseau de raisonner globalement sur toutes les images de l'examen. Et il peut y avoir des corrélations entre les différentes vues. Je vous ai présenté au début une image de face et de profil. Ben, il y a des corrélations, parce que c'est le même objet qui a été imagé soit de face, soit de profil. Et il y a des corrélations, et il y a des choses qui ne sont détectables que quand on prend les 2 images en même temps. Donc, on rate un certain nombre d'inter- et d'intracorrélations liées à la diversité, à la richesse des images d'un examen de mammographie. Et l'autre inconvénient, c'est que vous avez vu, il y avait ces têtes de décision malignes, il y en avait 2-3. C'est un peu compliqué à entraîner tout ça, parce que après, il faut décider quelle tête on prend pour faire une prédiction. Et là, il y avait des petits soucis. Donc l'idée, c'était de casser un petit peu ce paradigme. Simplement une image, mais c'est de dire, au lieu d'entraîner notre réseau avec une image, on va entraîner avec toutes les images de l'examen. C'est-à-dire qu'un échantillon, pour ceux qui font vraiment du deep et qui entraînent de mon mini-batch, c'est pas une image, c'est l'ensemble des images de l'examen. Donc, ce qui est beaucoup plus gourmand en mémoire, donc il a fallu aussi avoir un peu plus de machines. Mais ce qui permet de donner à chaque image le contexte de toutes les autres.
et que le réseau va dire, tiens, j'ai cette image, mais j'ai aussi sa symétrie, j'ai aussi une autre vue prise sous un autre angle, j'ai aussi toutes ces antériorités, et je vais pouvoir sortir un score de malignité qui va prendre en compte toutes les images, tout le contexte de mon examen, et j'ai pas besoin d'avoir plusieurs têtes de décision derrière. Donc évidemment, la meilleure moyen de faire ça, c'est d'utiliser les transformers, qui sont, comme vous le savez tous, quelque chose qui a un peu révolutionné le monde, notamment du NLP, mais aussi de la vision par ordinateur, parce que justement, elle apporte cette capacité à raisonner sur un contexte qui va être plus ou moins important. Voilà, donc on a développé et on est en train de finaliser la mise en production d'Hydranet StudyWise. Donc c'est un Hydranet que j'ai présenté avant, modifié pour rajouter des têtes de self-attention, je ne sais pas comment ça se traduit en français, qui sont vraiment les endroits où les transformers sont appliqués et qui vont pouvoir apprendre ces corrélations intra- et inter-images, surtout, et pouvoir à la fin sortir uniquement 3 têtes de décision qui vont avoir le type, voilà, est-ce que c'est une masse, une classification, la régression, donc, où se situe la lésion dans l'image, et une tête de malignité plus importante qui, elle, va prendre en compte, encore une fois, tout le contexte des images, avec un exemple ici où vous avez une image qui est passée, mais vous pouvez aussi avoir, donc ça c'est une image oblique, vous pouvez avoir aussi la face, vous pouvez avoir l'antériorité, et on peut multiplier les images comme ça, pour pouvoir entraîner votre réseau à bien comprendre toute la spécificité de l'examen. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire passer avec cette section, cette partie, c'est que vous avez vu l'évolution un petit peu des différentes architectures qu'on a mis en place, et à chaque fois on apportait au modèle la capacité d'apprendre quelque chose qu'il ne pouvait pas apprendre avant. Et on a convergé sur une approche comme ça, où là, il est vraiment les capacités d'apprendre tout ce qui fait la richesse d'un examen et toutes les corrélations qu'il peut y avoir entre les images de manière complètement autonome. Ça ne veut pas dire qu'il va l'apprendre, mais il a les capacités de l'apprendre. Donc c'est à nous d'entraîner le modèle correctement pour y arriver. Et ce qui me permet d'enchaîner sur une partie, comment est-ce qu'on va entraîner cette bête, et notamment mettre en avant des éléments de biais qui sont extrêmement fréquents quand on entraîne des modèles en imagerie médicale. C'est une partie qui est assez transverse avec tous les modèles que j'ai présentés, qui s'applique à tout ce qu'on fait en santé. Et je le sous-titre en « Les biais sont les bugs 3.0 », c'est-à-dire qu'un biais dans un algo d'IA, ça va être une performance inattendue sur un segment de données particulier ou sur une population particulière, et c'est un bug. C'est-à-dire que c'est un comportement qui n'est pas désiré, parce qu'il n'y a pas de raison que l'algo sous-performe, par exemple, sur une certaine population. Donc c'est un bug, et un bug qu'il faut corriger par design. Vous n'avez pas le choix, c'est que si votre algo a un biais, il faut aller le corriger derrière. Alors, il y a plein de sources de biais possibles dans la vie générale, au-delà des données, mais en imagerie médicale, encore plus. Et il y a beaucoup de biais techniques. Donc à gauche, je vous montre des images de mammographie qui viennent de machines différentes. Il y a différents constructeurs dans le domaine de l'imagerie médicale, et notamment de la mammographie, Hologic, GE, Siemens, Philips. C'est des noms que sans doute vous connaissez, vous avez entendu parler. Et chacun fait des images un petit peu avec un style différent. C'est un peu comme des appareils photo entre, je sais pas, iPhone et Samsung. Peut-être que la photo est un peu différente. Moi, j'y connais rien en photo. Mais entre l'image de gauche, celle du milieu et celle de droite, vous voyez les histogrammes moyens en dessous. C'est des images qui sont pas pareilles. Par contre, pour l'œil humain, c'est assez simple de s'abstraire de cette différence. Par contre, pour l'IA, c'est le piège. Il va forcément s'engouffrer dans ce biais-là en se disant, je reconnais des images DJI, je reconnais des images Hologic, je reconnais des images Siemens. Qu'est-ce que j'en fais? Et vous pouvez aussi avoir des origines, des biais qui viennent de l'origine des données, qui sont beaucoup plus subtils, donc qui sont des biais techniques. Par exemple, un centre qui va avoir tendance à beaucoup plus compresser le sein. Il faut savoir que le sein est compressé quand on fait une mammographie, donc c'est pas un examen qui est très agréable pour les femmes. Mais suivant qu'on met plus ou moins de compression, on va avoir plus ou moins de contraste. Donc si le Manip Radio a tendance à bien compresser, il y aura un bon contraste pour toutes les patientes de ce centre, et un autre centre qui va avoir moins de pression, les images seront un petit peu plus floues, par exemple. Donc ça, c'est un biais qui est lié à l'origine de la donnée, notamment au Manip Radio. Vous pouvez avoir des origines sociétales, c'est-à-dire que si vous avez si vous récoltez des mammographies dans un centre où les patientes sont invitées, sont bien, elles suivent bien le dépistage du cancer du sein, elles sont très respectueuses voilà, elles suivent vraiment le process, elles vont se faire dépister tous les ans, etc. Donc on va avoir tendance à dépister des cancers quand même relativement tôt,
donc des petits cancers, versus un centre où les patientes vont venir uniquement quand elles ont des symptômes, qui sont déjà un petit peu avancés, ou alors des images qu'avec des cancers assez visibles. Donc si vous entraînez un algo juste avec les données du premier centre, il va trouver les petits cancers, mais il va rater les gros. Et inversement, si vous prenez des données du deuxième centre, il va trouver les gros cancers, mais il va complètement rater les petits. Donc il faut prendre ça en compte tout le temps. Mais alors, nous on avait fait une petite expérience, et je vous invite, si jamais vous travaillez sur ces problématiques, c'est pas une expérience, c'est qu'on s'est rendu compte à un moment donné, en entraînant un modèle, il performait super, on était hyper contents, sauf sur un constructeur particulier. L'AUC était plat, 50%, ça marchait pas du tout. Pourtant, il y avait ces données-là dans l'entraînement. Donc on dit, on comprenait pas. Et on va revoir nos données d'entraînement. Et c'est marrant, c'est sur ces données-là précisément, de l'entraînement, sur les images, il y avait un petit marqueur sur chaque image qui donnait la latéralité et la vue. Voilà, est-ce que vue de face, vue de profil. Donc un petit texte qui était écrit. Et on a regardé que le réseau avait appris simplement à détecter ce truc-là. Et il savait que toutes les images qui avaient ce truc-là, en fait, dans notre base d'entraînement, il y avait très très peu de malins qui avaient cette caractéristique. Ce qui fait que le réseau a dit, tiens, quand je détecte qu'il y a ce petit marqueur, j'ai très peu de chances de trouver un malin parce qu'elles sont toutes malignes, elles sont toutes bénignes, les images que vous m'avez données, donc je baisse mon score de malignité. Ça, c'est un biais. C'est pas très bon, quoi. Alors, on se dit, facile. On a juste à masquer, enlever ce petit marqueur de l'image, et puis ça va marcher. Donc on refait ça. Même problème. On enlève le marqueur, l'IA ne peut plus s'accrocher sur le marqueur. Et bien en fait, les performances étaient toujours mauvaises. Pourquoi? Parce que l'IA a réussi à comprendre que cette donnée, à reconnaître des features qui étaient liées à ce constructeur particulier. Et qui n'était pas ce marqueur, qui était autre chose, qui était un peu dans le style de l'image. C'est pour ça que je mets des petits biais, des petites flèches partout, parce que c'est des biais qui sont invisibles pour le humain, mais alors là, pour le coup, l'IA, elle se plonge dedans. Elle arrive à trouver des raccourcis d'entraînement qui fait que, à la fin, quand on réévalue le truc, ça marche pas bien. Donc comment on contre ça? Donc on a travaillé. Alors je vais illustrer mon propos avec. Regardez la courbe en bleu. À gauche, vous avez la courbe d'entraînement. On va dire c'est une loss de validation. Voilà, plus c'est bas, mieux c'est. Global. On va dire au milieu. Au milieu, c'était sur Logic, par exemple, qui était notre constructeur le plus représenté dans le dataset. Ça se passe bien. Et on voit que sur ce constructeur où ça se passe pas bien, on a la loss qui très rapidement baissant, mais aussi overfit très rapidement. Et nous, on ne monitorait que cette courbe en bleu. On se dit, plus c'est bas, mieux c'est. OK, mais en fait, en faisant ça, on a optimisé un bon problème sur un certain nombre de constructeurs, mais il y en a un qu'on a complètement overfité. Et donc ça, un modèle qui overfit comme ça sur un constructeur, c'est un biais, puisque les performances ne vont pas être bonnes après derrière. Donc comment est-ce qu'on arrive à empêcher ce phénomène-là? Eh bien, on a mis en place ce qu'on appelle une méthode, ce qu'on appelle de periodic sampling. Bon, je vais essayer de vous le faire un peu intuitivement. L'idée, c'est que comme l'IA a tendance à apprendre des sous-problèmes. C'est-à-dire que elle va voir vos données d'entraînement comme étant un ensemble de sous-problèmes. Il y a, pour caractériser, pour vulgariser un petit peu dans notre cas, il y a on va dire un sous-problème par constructeur. Il y a le problème Logic, le problème GE, le problème Siemens et le problème Fuji. Et quand on entraîne de manière aléatoire, en construisant nos mini-batchs d'entraînement de manière aléatoire, on va forcément montrer souvent chacune de ces constructeurs. Mais si un de ces constructeurs a une prévalence en termes de pathologie beaucoup plus faible que les autres, c'est-à-dire qu'il y a moins d'occurrences de cancer chez Siemens ou Fuji par exemple, eh ben, l'IA va avoir tendance à dire, tiens, je reconnais Siemens, je reconnais Fuji, donc je vais baisser mon seuil de suspicion parce que, effectivement, on m'en montre très peu des malignes. Donc, pour contrebalancer ça, on va simplement échantillonner de manière périodique chaque constructeur par un facteur qui est relatif au nombre de cas cancer qu'il y a dans ce constructeur. C'est-à-dire, moins il y a de cancer, par exemple, en Siemens, moins on va présenter de Siemens au cours de l'entraînement. On va les présenter de manière plus rarement, mais de temps en temps pour lui rappeler, hey, n'oublie pas qu'il y a aussi du Siemens, mais on va essayer de pas trop le présenter pour pas qu'il ait tendance à overfitter sur ce constructeur. Et ce qui permet d'avoir ces courbes, la courbe orange, ici, où là, vous allez synchroniser les entraînements de vos différents sous-problèmes par constructeur.
Et ça, c'est quelque chose qui se généralise à n'importe quel type de biais. Donc, dès que vous avez connaissance d'un biais qui soit technique, comme j'ai dit, le constructeur de l'appareil photo qu'a fait la machine, ça peut être ethnique, etc. Vous pouvez aller lutter contre ce biais avec des méthodes de sampling en entraînant vos modèles. Un autre point qui est important aussi, je vous présente ici deux échantillonnages de données d'entraînement, qui se ressemblent à peu près. En bleu, vous avez les bénins, et en orange, vous avez les malins. Donc c'est ce qui compose votre dataset. Puis en bas, je vous ai mis les années d'acquisition des images, pour montrer qu'il n'y a pas de biais de période, il n'y a pas de biais de bénin-malin entre les deux distributions. Néanmoins, donc a priori, on se dit ça va marcher pareil dans les deux cas. Par contre, on va regarder quelque chose un petit peu plus finaux, c'est pour chaque bénin, chaque malin, qu'est-ce que le radiologue a dit sur le cas. Et en vert, à gauche et aussi à droite, vous avez ce qu'on appelle les vrais négatifs, c'est-à-dire les cas ultra simples, que le radiologue a dit, il n'y a rien dans l'image, circulez, il n'y a rien à voir, madame. Et par contre, en bleu, vous avez les... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais la colonne bleue, c'est les faux positifs. Ça, c'est les cas où le radiologue s'est planté en disant « faut que je fasse un examen complémentaire », mais celui-ci est revenu négatif. Et ce qu'on voit à gauche, c'est qu'il y a énormément de vert, proportionnellement par rapport aux autres couleurs, alors qu'à droite, on a équilibré le vert et le bleu. Donc il y a autant de vrais négatifs que de faux positifs dans la base d'entraînement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à gauche, vous allez entraîner un modèle où il va être quelque part noyé sous des cas simples. Il va avoir principalement des vrais négatifs, qui sont les cas très simples, et quelques faux positifs, quelques faux négatifs, etc. Mais c'est pas ce qu'on demande au réseau, c'est pas ce qu'on demande à l'IA de résoudre comme problème. On lui demande pas de résoudre, on lui demande pas d'être capable de négativer les cas hyper simples. On lui demande d'échantillonner, de comprendre quelle est la frontière entre les faux positifs et les vrais positifs. Hein, entre les cas qui ressemblent à un cas bénin qui ressemble à un malin et un cas malin qui ressemble à un bénin, c'est cette frontière-là qu'on lui demande d'apprendre. Parce que c'est les cas les plus durs. C'est le cas où le radiologue il dit tiens, ça ressemble à un cancer, mais c'en est pas un. Et ce cas-là, il ressemble vachement à une lésion bénigne, mais en fait, c'est un cancer. Donc, c'est cet échantillonnage, cette frontière entre les cas complexes sur lesquels le radiologue attend l'IA pour vraiment l'aider. Donc, si vous entraînez avec des données échantillonnées comme à gauche, vous allez mettre principalement des cas simples, bah, vous allez avoir une IA qui ne va pas être très, très performante en vrai. Alors qu'à droite, on va volontairement montrer souvent des cas compliqués, ces cas frontières, et là, l'IA va devenir beaucoup plus performante à séparer ces deux paquets. Bien évidemment, il faut quand même montrer des cas simples de temps en temps, mais il faut surtout échantillonner vos données d'entraînement pour qu'ils soient extrêmement représentatifs du problème que vous voulez résoudre, et il ne faut pas avoir peur de la complexité. Donc, c'est faux positifs ou négatifs chez les radiologues qui sont hyper importants à échantillonner. Donc, quand vous combinez un peu toutes ces techniques, c'est comme ça que vous arrivez à avoir un modèle qui vraiment commence à performer de manière extrêmement puissante pour aider les radiologues. Donc vous voyez qu'il y a un petit peu de recherche. Je pense que je suis en train d'exploser le temps. Oh, un petit quart d'heure, facile. Alors, on a parlé technique, maintenant je vais parler plus clinique, et notamment réglementation. Tout ce que j'ai dit avant, ça vaut que dalle si vous n'avez pas l'autorisation de mise sur le marché européen, donc ce qu'on appelle le marquage CE, ou pour l'Europe, ou l'autorisation FDA, donc Food and Drug Administration aux États-Unis, pour vendre aux États-Unis. Parce que ce qu'on développe est un dispositif médical. Quand vous faites de l'IA en santé, notamment des outils qui aident au diagnostic ou font une prise aide au diagnostic, vous êtes une assistance au diagnostic, vous êtes un dispositif médical et à ce titre, vous êtes assujetti aux réglementations en vigueur dans chaque pays du monde sur les dispositifs médicaux. À savoir que les médecins n'ont pas le droit d'utiliser ChatGPT pour faire des diagnostics, parce que ça n'a pas été démontré que c'est bon pour un dispositif, que ça peut être utilisé comme dispositif médical. Donc tous les gens qui font des scribes, des agents du LLM en santé, pour la recherche sur des données rétrospectives, très bien. Pour soigner les patients, c'est interdit. Les mecs, ils peuvent aller en prison. Il y a déjà un mec en Angleterre qui a fini en tôle, qui a perdu sa carrière parce qu'il a pris une mauvaise décision à cause de ChatGPT. Un médecin n'a pas le droit. Voilà. Donc je me bats un peu là-dessus parce que on a tellement de contraintes pour arriver à mettre un dispositif médical logiciel sur le marché que quand on voit les autres qui font un peu n'importe quoi avec la réglementation, on se dit c'est pas très fair. Bon, bref.
On est en classe 2 aux États-Unis, ça veut dire quoi? C'est un diagnostic. Classe 3, c'est les dispositifs médicaux implantables qui vont vraiment, par exemple, une prothèse cardiaque, c'est du classe 3, un respirateur, c'est un classe 3, qui a un contrôle direct sur la survie du patient. Donc, tout ce qui est cancéro, en général, c'est dans le classe 2, c'est quand même une classe assez avancée. Et en Europe, on est en classe 2. Simplement, tout ce que vous revendiquez que votre logiciel est capable de faire doit être prouvé cliniquement. C'est aussi simple que ça. Si je dis que mon logiciel permet d'aider le radiologue à dépister des cancers avec une meilleure sensibilité, une meilleure spécificité, ou plutôt, la FDA va vous dire « Génial, montrez-moi les données ». Aussi simple. Bon, maintenant, il faut créer les données. C'est pas vos petites expériences dans votre coin qui suffisent. Et il faut démontrer ça avec une stratégie clinique très claire. Donc, chaque revendication doit être validée cliniquement, notamment de façon externe. Ça peut pas être vos données à vous, ça doit être des données qui viennent d'ailleurs. Et notamment sur une population représentative de la population cible de votre dispositif médical. Donc, la FDA va dire, faites une étude sur des patientes américaines, pas des patientes européennes. Et en Europe, on va dire, faites une étude sur des patientes européennes et pas américaines. Il faut justement fournir énormément d'analyses sous forme de sous-groupes, notamment par l'âge, densité mammaire, la race, enfin, l'ethnicité race, qui est notamment aux États-Unis demandée systématiquement. On doit faire des études de sous-groupes sur les populations noires, asiatiques, blanches, etc. Ce qui est interdit en Europe, enfin en France en tout cas. Mais on voit qu'il y a cette notion de biais et de compréhension comment l'algo fonctionne et se comporte suivant la population d'études est prise très au sérieux aux États-Unis. Beaucoup plus qu'en Europe. Et puis évidemment les aspects techniques que j'ai déjà racontés, le type de constructeur. Donc on a mis en place, alors évidemment c'est assez standard ce que je vais raconter, mais on a fait plusieurs études, on en a fait 3, pour chaque génération on va dire d'IA que j'ai présenté, qu'on appelle une MRMC, donc un Multi-Reader Multi-Case. En fait, notre revendication c'est que l'IA permet donc c'est une aide au diagnostic, on ne parle pas du tout d'IA autonome qui va prendre une décision seule, mais c'est un IA qui va aider les radiologues à prendre une meilleure décision. Donc, il faut tester le combo radiologue et IA versus radiologue seul. Okay. Donc, pour ça, c'est relativement simple. C'est-à-dire qu'on va prendre des radiologues américains sur des patientes, des données rétrospectives, mais sélectionnées de patientes américaines, et on va demander aux radiologues, un certain nombre de radiologues, de relire ces images sans l'aide de l'IA, puis avec l'aide de l'IA, et puis on compare les performances. Voilà, on mesure son CIS, PCI, etc., AUC. Et le but, c'est de montrer que quand ils ont l'IA, ils font un meilleur taf. Et on complète ça avec une grosse étude rétrospective stand-alone, c'est-à-dire qu'on va évaluer la performance de l'IA sur une énorme distribution de données, une énorme cohorte de patientes, ce qui permet de limiter un peu les biais introduits par la MRMC, où on va avoir effectivement tendance à enrichir la distribution en cancer, donc, qui n'est pas vraiment représentative d'une population de dépistage, parce qu'il y a plus de cancers, pour des questions de puissance statistique, et qu'il y a un peu d'effet de labo, etc. Donc, une grosse évaluation rétrospective, mais voilà, l'inconvénient, c'est qu'on ne voit pas cette combinaison entre l'IA et le radiologue sur ce genre d'études. Mais alors, voilà, donc par exemple, on a fait cette étude, la dernière, on a pris 23 radiologues américains, 240 examens de mammographie qu'on a distribués de la sorte, 80 vrais négatifs, 80 vrais positifs, 40 faux positifs, 40 faux négatifs. Donc on va avoir à peu près une répartition 50-50 entre cancer et non-cancer, mais on va rajouter pas mal de faux positifs pour essayer de voir s'il y a les aider à faire moins d'erreurs sur ces faux positifs, radiologues initialement, et surtout les faux négatifs pour voir si les radiologues vont être capables de dépister des cancers que des collègues avant lui auraient ratés. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va leur faire relire à chacun de ces 23 radiologues 120 cas sans l'IA et 120 cas avec l'IA en première session. Après, on a une période de washout, donc 4 semaines, un mois, pour oublier le cas, c'est important. Et après, ils reviennent pour une deuxième séance, où on va leur faire lire les mêmes cas, mais dans la condition inverse. S'ils l'avaient lu sans IA la première session, ils le lisent avec l'IA, et inversement. Avec de la randomisation, etc., dans tous les sens, pour éviter les biais de période, et choses comme ça. Et donc après, on mesure, voilà, il devait rapporter qu'est-ce que je vois dans l'image, qu'est-ce que je grade, et on regarde notamment l'AUC de la courbe ROC des radiologues entre quand ils sont aidés par l'IA et non aidés par l'IA. Donc là, vous avez en bleu, c'est l'IA des radiologues non assistés, qui est autour de 80,
Encore une fois, c'est sur une population enrichie en cancer avec des cas très compliqués. Donc, c'est des performances qui sont attendues. En orange, vous avez la même AUC des radiologues, mais assistée par l'IA. Donc, on voit un gain systématique de 7 points d'AUC. Donc, on dit, voilà, l'IA vraiment aide. Donc, ça, c'est une preuve clinique forte que l'IA aide. Et en pointillé noir, vous avez l'IA standalone. Donc, en vrai, on a une IA qui est déjà supérieure aux radiologues, en fait. Mais on n'est pas dans un contexte de remplacement du radiologue, on a un contexte d'aide au radiologue. Voilà, avec différents effets qui ont été visibles sur à la fois les seins très peu denses, très denses, des radiologues peu expérimentés, très expérimentés. Donc vous devez aussi désigner votre étude pour avoir une population. Votre population d'études, c'est aussi les radiologues, c'est surtout les radiologues, donc il faut l'échantillonner avec des jeunes, des expérimentés, des généralistes, des spécialistes, etc. Voilà. Et ils arrivaient à retrouver à peu près 50% des faux négatifs, c'est-à-dire qu'une fois sur deux, sur le nombre de faux négatifs, l'IA va les aider à récupérer la moitié. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de patientes sur lesquelles on peut avoir un impact réel en allant dépister des cancers plus tôt. Voilà. Et un exemple de tableau, et j'en ai des dizaines comme ça, sur l'évaluation rétrospective large, sur lesquels vous pouvez voir les différents sous-groupes qu'on va aller évaluer sur notre IA. Si j'arrive à retrouver ma souris, donc il y a par densité. Faut pas ma souris. Bon, bref, si. Vous avez densité, race, source, donc c'est-à-dire le centre qui a été utilisé pour cette étude rétrospective, âge, type de lésion, taille de la lésion, sévérité de la lésion, par modalité d'acquisition, disponibilité, et j'en ai encore plein d'autres de tableaux. Donc c'est ce que demande la FDA, c'est ces grands tableaux de chiffres qui vont analyser. Et la FDA, ils rigolent pas. Hein. C'est exactement comme vous pouvez imaginer à quoi ressemble la FDA. C'est des agents hyper carrés. Ils vous mettent un statisticien, ils vous mettent un spécialiste de l'IA, un spécialiste du domaine de la mammographie, et d'autres sur l'UI, l'UX, etc. Donc vous avez une petite équipe de reviewers qui vous pose des tonnes de questions, mais tout le temps pour aller raffiner dans vos données, et c'est que les données cliniques qui comptent. Le reste, ils s'en foutent. Voilà. Et c'est hyper rigoureux, et c'est très enrichissant parce qu'on apprend beaucoup. Voilà, on souffre beaucoup, mais on apprend beaucoup dans le process sur notre propre dispositif. Je parlais de l'Europe, peut-être si vous avez des questions là-dessus, mais le constat est quand même un peu différent. Voilà, ce qui nous a permis d'avoir, là maintenant on a 6 dispositifs médicaux sur le marché américain et l'équivalent en Europe. Voilà, donc je vais terminer sur le futur de ce qu'on fait en ce moment, qui est un peu différent. On est sur la prédiction. Jusqu'à maintenant, je vous ai présenté comment on a développé et mis sur le marché une IA pour le diagnostic, donc voir dans l'image des choses qui sont là, a priori, et aider les radiologues. Mais pour moi, le vrai pouvoir de l'IA, c'est faire des choses qu'on n'est pas capable de faire actuellement. Et notamment, prédire, en tout cas, essayer d'identifier les patientes qui sont à très très haute chance de développer un cancer du sein dans les 5 ans, pour pouvoir agir avant que le cancer soit là. Donc ça, c'est mon dada en ce moment, c'est faire de la prédiction de cancer du sein. Donc l'idée derrière ça, c'est un petit peu sur la médecine personnalisée, ou du dépistage personnalisé. On peut imaginer une IA, ou développer une IA qui va comparer ce que j'appelle des trajectoires de dépistage de patientes. C'est-à-dire une patiente qui va faire ses mammographies, et la mammographie commence à évoluer d'une manière qui ressemble beaucoup à un groupe de patientes qui, elle, a développé un cancer 2 ans ou 3 ans après. Et là, on peut se dire, tiens, est-ce qu'on va être capable de détecter, de dépister ces patientes pour leur fournir peut-être des clés pour soit ralentir ou retarder la survenue d'un cancer, ou diminuer les effets, ou voire l'annuler. Donc en tout cas, identifier les patientes qui sont plus à risque, et inversement, identifier les patientes qui ont 0 chance de développer un cancer du sein pour pouvoir avoir un dépistage du coup moins fréquent, pour pas être embêté. Donc il y a quand même des choses un petit peu différentes par rapport à un algorithme de détection de cancer. Là, par exemple, on va notamment non pas travailler sur une détection et caractérisation comme on l'a fait, mais sur ce qu'on appelle les Image Cumulative Risk, ou Cumulative Hazard Functions, qui sont qui reviennent sur les modèles de survie. Donc on va essayer d'avoir un risque à 1 an, entraîner un modèle à prédire l'événement qui va arriver dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Okay, et de trouver le bon timing quand est-ce que ça va arriver. Donc, ce qu'on appelle le risque cumulé par image. Donc,
avec des architectures bases de transformers également, sont hyper importantes. Et là, les antériorités vont être super importantes. Je ne vais pas passer plus en détail dessus. Néanmoins, les données d'entraînement sont aussi très différentes dans le sens où on ne va pas prendre quelque chose, une image sur laquelle on sait qu'il y a un cancer et on force l'algorithme à trouver le cancer dans l'image, parce que ce n'est pas le cas. On va prendre les images jusqu'à 5 ans dans le passé de cette patiente. C'est-à-dire qu'on sait que cette patiente va avoir un cancer, a été diagnostiquée par un cancer à une certaine date, et on va prendre l'image 5 ans avant et ses antériorités pour essayer de comprendre si l'IA va être capable de prédire, à partir de cet instant-là, ce qui va se passer dans 5 ans. Donc vous voyez que là, le signal est beaucoup plus complexe, fin et difficile à capturer, mais on a quand même quelques avancées qui montrent que on est largement loin de l'aléatoire. On se compare à 2-3 modèles de la communauté en open source Mirai notamment, et on a des performances de détection, enfin de prédiction de cancer à 1, 2, 3, 4 et 5 ans, qui sont largement non aléatoires et qui commencent à montrer des résultats assez forts. Sur des AUC autour de 80, peu importe, mais juste pour vous montrer un petit chiffre intéressant, on identifie à peu près 6% des patientes, donc c'est-à-dire sur une population de dépistage, cet algorithme va identifier 6% à peu près qui a une chance sur 10 de développer un cancer du sein, ce qui est énorme. Hein. Parce que là, quand on vous dit que vous avez une chance sur 10 de développer un cancer dans les 5 ans, alors c'est pas ce qu'on va dire à la patiente, ça c'est le radiologue qui doit plutôt dire ne ratez pas vos dépistages, ou je vous fais une IRM de contrôle plutôt qu'une mammographie parce que c'est plus sensible. Et on a 0,4% des patients, donc une toute petite partie sur laquelle on a quasiment une chance sur 2 de développer un cancer sur les 5 ans. Donc on identifie la petite proportion de patientes sur lesquelles voilà, il y a quand même une chance sur 2 qu'il y ait un cancer qui arrive dans les 5 ans, donc là vous la lâchez pas. Vous la lâchez pas pour soit le dépister le plus tôt possible, soit mettre en place des traitements préventifs. Il y a un certain nombre de molécules qui sont là pour faire réduire la prévalence de cancer du sein. Voilà. Un petit exemple pour finir, une mammographie de 2015 qui a été jugée normale par notre algo et le radiologue également. Hein, donc il n'y avait rien à voir. Là, c'est le même mammogramme, mais 5 ans après. Donc on va le comparer et on voit qu'il y a une lésion qui s'est développée ici. Okay. Donc il y a eu progression d'une lésion. Donc ça vous donne un exemple. Je pense que c'est ça ici. Donc ça doit être ça. Voilà. Ouais. Donc vous voyez, entre 2015 et 2020, c'est une patiente qui a un cancer qui s'est développé. Et sur le dépistage de 2020, l'algorithme d'IA a bien trouvé le cancer. Mais si on faisait tourner l'algorithme de risque sur l'image de 2015, on s'aperçoit que certes, la détection dit il n'y a pas de problème, mais l'algo de risque dit il y a un gros risque que cette patiente va développer un cancer du sein. Et quand on demande à l'algo de risque, avec des techniques type GradCam ou ScienceMap, qu'est-ce qu'il faut surveiller comme zone, il va vous trouver cette zone, effectivement, ici, dans le sein. Donc ça démontre que, alors c'est du cherry picking, attention, hein, faut pas prendre ça comme de la grande sens, mais ça démontre que ces algos quand même arrivent à capturer quelque chose qui se passe structurellement dans cette zone avec cette trajectoire de dépistage. Ils se disent tiens, il y a des chances que dans 5 ans ça parte un peu en cacahuète. Voilà. Donc ça c'est un peu les choses sur lesquelles on travaille, qu'on développe et sur lesquelles on réfléchit aussi pour l'aspect réglementaire. Je suis désolé, j'ai sans doute oh non, je suis dans les temps. Nickel. Je finis avec mes 4 takeaways. Bon, c'était un peu de cherry picking, peut-être un peu décousu ma présentation par moment, mais simplement si vous devez retenir 4 points, si vous développez de l'IA, vous devez forcément designer votre architecture pour que l'IA puisse apprendre la bonne chose. Elle ne va pas l'apprendre par magie, ça ne veut pas dire qu'elle va l'apprendre, mais le choix d'architecture est ultra important. Les données, bien sûr, sont importantes, mais les choix d'architecture est ultra important. Les biais, ce sont des bugs d'IA. Voilà. Un bug d'IA, c'est un biais, c'est un bug d'IA. Il faut les corriger par design. J'ai donné quelques éléments, mais c'est dans votre training, dans votre mini-batch, dans la façon dont vous allez présenter les données ou sélectionner vos données, que vous allez le corriger. Même s'il y a il y a tout un pan de la communauté qui travaille sur les métriques de fairness, etc., qui sont intéressantes aussi. Le développement de l'IA, c'est à peu près 10% du travail. Le reste, c'est de la validation clinique. Donc, si vous voulez avoir un vrai impact sociétal, faire une IA qui n'est pas juste un beau papier ou un beau truc et un truc qui sert aux patientes, vous avez fait 10% du chemin en ayant développé votre IA. Et le dernier point, qui est un point optimiste, bien sûr, moi je suis un optimiste de nature,
Je pense qu'on est vraiment au début de ce que l'IA va apporter en santé, parce que pour l'instant, on refait des choses que les professionnels de santé sont capables de faire. On les aide, parfois on fait mieux, parfois ils font mieux que nous, peu importe, mais on les aide. Mais je pense que l'intérêt, c'est de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire encore maintenant. C'est-à-dire cette prédiction de cancer du sein, et ça s'applique à plein d'autres domaines en cancéro et même ailleurs, prédiction de cancer du poumon et autre chose. Ma vision pour la radiologie de demain, alors est-ce que c'est dans 10 ans, 20 ans, 100 ans, si on est encore là, c'est une radiologie plus préventive que diagnostique. C'est-à-dire qu'on demandera aux gens peut-être de faire à 40 ans, 45 ans, un scanner, une IRM, et l'IA va vous dire, voilà, vous avez un risque d'Alzheimer qui est assez important, donc travaillez votre mémoire, risque de cancer du poumon, par exemple, qui est nul, donc vous emmerdez pas, mais on arrive à pinpointer, qu'on fasse beaucoup plus de dépistage pour être beaucoup plus optimal après dans la prise en charge des patients et réduire vraiment cet aspect, je découvre une pathologie un peu tardivement, je dois sortir l'arsenal, ça coûte très cher à la santé, à la sécu, donc être beaucoup plus dans la prédiction, la médecine prédictive, préventive, que diagnostique. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, c'était passionnant, c'était vraiment super intéressant. Et puis merci d'avoir fini sur un discours plus optimiste, parce que c'est vrai que démarrer par le cancer, c'est moins drôle, et finir par l'amélioration de notre système de soins, c'est quand même plus optimiste. Donc merci pour ça. Je suis sûr qu'il y a plein de questions dans la salle. Moi, en tout cas, moi j'en ai, toi aussi, Elisa elle en a. Donc, mais je suis sûr qu'il y a des questions dans la salle. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai peut-être 3 questions très rapides. Est-ce que vous avez investigué la tomosynthèse en 3D? Ça a amélioré, pas amélioré? Est-ce que ça a du sens cliniquement de le faire aussi? Est-ce que quand vous faites tourner vos algos, vous les faites tourner chez vous, vous les faites en local sur le PC du clinicien? Et du coup, ça pose des questions de ressources computationnelles aussi à l'hôpital. Et la dernière, ça m'a intrigué quand vous avez montré votre courbe de validation l'AOC pour la FDA, où on voyait qu'en standalone, on est meilleur que quand on est avec le radiologue plus l'application. Est-ce que vous avez une explication pour ça? Merci. Alors, plein de questions. La tomosynthèse, oui, en fait, ce que j'ai présenté fonctionne en tomosynthèse. On a un produit tomosynthèse. Ça devient, alors c'est la référence aux États-Unis, la tomosynthèse. Donc, donc pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins, la tomosynthèse, c'est la mammographie 3D. C'est pas une 3D parfaite comme un CT scan. Donc ça a ses spécificités aussi, mais vous avez ces images qui font 5000 par 4000 et une centaine de coupes, x 4 en général. Donc c'est des gros volumes de données à traiter. Mais oui, on était obligé de travailler là-dessus et ça marche très bien sur la tomosynthèse. Sur l'aspect de déploiement de l'IA, alors c'est un vrai sujet, vraie question, c'est-à-dire que là, le titre, c'était on processe à peu près 1 million de mammographies par an. On sait un peu plus maintenant parce qu'on a un bon ramp-up. Donc, principalement, on est dans le cloud, donc des clouds souverains. Alors, souverains. Donc, sur le marché États-Unis, on est chez Google. En France, on est chez nous. On a notre propre data center pour l'Europe. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut développer beaucoup d'assets techno pour récupérer les mammographies quand elles sont acquises, automatiquement les anonymiser, les envoyer dans le cloud. Donc, on anonymise tout, c'est traité, etc. Et tout ça en 2-3 minutes. Donc, c'est un peu... je fais souvent la comparaison avec Netflix. Au début, ils avaient 4 mecs qui regardaient 3 films, il n'y avait pas de problème. Avec 0 latence, quand vous avez la moitié du monde qui se connecte à votre système et qui va voir son film avec 0 latence, il y a un problème d'ingénierie derrière qui est monstrueux. Ben, en fait, on a ces problèmes-là. Alors, peut-être pas à la hauteur de Netflix, hein, toute proportion gardée, mais néanmoins, c'est un vrai sujet d'orchestration, de scalabilité des ressources dans le cloud. En local, on le fait quand l'utilisateur le demande, mais c'est pas sur le PC de l'utilisateur, ça va être dans son data center qui est dans l'hôpital, mais vous avez un peu les mêmes problématiques. Moins la problématique justement d'upload et de bande passante quand on doit transférer des tomosynthèses. Donc tout ça mis bout à bout fait que le temps de traitement effectif dans le cloud est très petit parce que justement on veut pas pénaliser. Donc on a une équipe d'ingé maintenant DevOps, donc on a appelé ML DevOps, dont le but c'est justement de s'assurer de la résilience, la scalabilité, pas tous les mots un peu bizarres pour que ça fonctionne, quoi. Et c'est un énorme chantier. Ouais. Et la troisième question, rappelle-moi. Ouais, l'effet humain. C'est-à-dire que des fois
je vais être un peu provocateur, mais il arrive un moment où l'humain va détruire la valeur de l'IA. Parce qu'il n'écoute pas, parce qu'il pense que c'est lui qui a raison et pas l'IA. Mais quand l'IA a plus souvent raison que l'humain, en fait, à un moment donné, c'est ça qui se passe. Donc il y a une problématique éthique qui se pose. Je vais peut-être me tirer une balle dans le pied en disant ça, mais bon, l'IA Act qui dit la garantie humaine, notamment, le fait qu'il y a forcément un humain qui doit être là pour prendre la décision en santé, on va arriver à un moment où l'humain dégradera la valeur. Parce qu'on aura des démonstrations que la technologie est plus forte que l'homme. Et je pense que ce n'est pas un problème, parce que c'est déjà arrivé dans plein de domaines. Il y a plein de choses. Prenez des pilotes d'avion sur certaines zones, c'est l'autopilote, et le pilote n'a pas le droit de toucher l'avion. S'il n'y avait pas d'autopilote pour stabiliser l'avion, je peux te dire que les voyages seraient beaucoup moins agréables qu'ils ne le sont. Donc, je pense que c'est une formidable opportunité à un moment donné aussi de pouvoir rediriger l'expertise médicale sur les cas qui méritent le plus. Et je pense qu'un radiologue fait beaucoup plus de choses que juste lire des mammographies. Et justement, on va lui dégager du temps dans un contexte de pénurie médicale, de démographie médicale vieillissante et de démographie aussi globale vieillissante. On a besoin de plus de soins. Arriver de temps en temps, par petites couches, à libérer du temps médical pour qu'il puisse faire des choses vachement mieux, je pense que c'est le sens de l'histoire. Mais bon. T'as été un peu pudique, excuse-moi, mais c'est peut-être l'occasion aussi pour toi de le dire sur peut-être le nombre de centres de radiologie qui utilisent votre solution et le nombre de patients qui ont pu bénéficier de votre solution aussi. Parce que ça répond à la deuxième question, t'as dit, sur l'effet d'échelle, avant que je passe le micro. Un nombre de centres, je sais pas, plusieurs centaines dans le monde, j'ai pas les comptes. Moi, je suis scientifique, du coup. Le business, je le laisse faire. Des fois, j'ai des comptes rendus, mais plusieurs centaines. Et puis, on traite 1 million de mammographies depuis, on va dire, 7-8 ans. Donc, je pense qu'on a plusieurs centaines de milliers de patientes qui sont passées sous notre IA. Et le plus important, en fait, ma meilleure récompense, c'était des radiologues qui m'envoient souvent qui m'ont quelquefois envoyé des messages privés en disant putain, heureusement qu'il y avait ton IA, parce que là, c'est ça, je l'aurais raté. Alors, des fois, ils le disent publiquement, c'est tout à leur honneur, mais là, ils disent là, les calcifications. D'ailleurs, on travaille beaucoup à Bordeaux, alors c'est un peu plus au sud qu'ici, au centre anti-cancer, et vraiment, ils utilisent l'IA souvent, justement, pour ces cas compliqués, et ils passeraient à côté de trucs, notamment les juniors, qui n'ont pas complètement l'expérience d'un vieux roublard de la radiologie. Et voilà, on peut se dire on a fait le taf, quoi. Bonjour. Moi, ce qui m'intéressait, c'était comment vous avez fait pour constituer en fait les datasets, surtout comment vous êtes peut-être entouré pour étiqueter les données. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous faites pour entraîner vos modèles? Est-ce qu'ils sont entraînés sur les données de patients? Mais du coup, est-ce que ça pose des questions des RGPD avec les données médicales, tout ça? Ouais. Alors, la question des données. Donc, on a mis 3 ans à peu près pour collecter, donc créer des partenariats avec les centres d'acquisition de données qui sont soit les centres hospitaliers, universitaires ou pas, où il y a la mammographie, c'est beaucoup fait en centre privé. Donc, en France, aux États-Unis, en Angleterre, qui sont nos 3 sources de données, on va pas voir ailleurs pour l'instant. Donc, on a créé des partenariats cliniques, donc partenariats de recherche sur lesquels on a fait une demande d'autorisation au Aleph Data Hub pour pouvoir collecter et centraliser une base de données de mammographie à but de développer une IA de dépistage du cancer du sein. On a fait les demandes de dérogation de consentement patient à la CNIL. Normalement, on est censé demander l'autorisation à chaque patient d'utiliser ces données pour utiliser dans un projet de recherche à but commercial, bien sûr, mais projet de recherche. Donc, la CNIL nous a autorisé parce qu'il y avait beaucoup trop de patientes. Donc, ça a été des partenariats, ça a été du porte-à-porte dans les centres de radiologie. Alors, c'était un peu plus simple au début quand on a commencé le projet, on va dire en 2017-2018. L'IA commençait à émerger, donc on a fait partie quasiment des premiers à travailler sur le sujet en France, en tout cas d'un point de vue industriel. Donc, ce qui nous a permis progressivement de collecter ces données, etc. Donc la RGPD s'applique pas, on collecte que de la donnée anonymisée. Alors, on peut rentrer dans le débat, qu'est-ce qu'une donnée anonyme, pseudo-anonyme, etc. Néanmoins, la RGPD s'applique pas parce qu'on ne collecte pas du tout d'informations nominatives des patientes, on n'en veut pas, on veut juste des identifiants qui peuvent être consistants avec des clés de chiffrage qui restent chez les centres. Donc, j'ai 0 information nominative dans mes bases de données, elles sont toutes hostées en France, à côté de Paris. Par contre, il y a quelque chose qui s'applique, que souvent les gens oublient, c'est qu'une donnée de santé, même anonyme, reste une donnée de santé.
Donc, on est sujet au Hive Data, enfin, comment ça s'appelle, HDS. Donc ISO 27001 HDS, Hive Data Storage. Non, hébergeur de données de santé. Oh, pardon. Hébergeur de données de santé, c'est-à-dire qu'on doit être certifié HDS, hébergeur de données de santé, pour garder les données anonymes de ses patientes. Et donc, on a dû passer les certifications ISO 27001 et HDS. Donc, avec tout un tas de contrôles, de sécurité, de trucs, ce qui fait que mon ordinateur, je peux pas mettre de clé USB dessus, sinon j'ai mon sysadmin qui m'appelle et je me fais tuer. C'est un exemple rigolo, mais donc voilà. Donc, on a suivi un peu à la lettre. On a essayé de faire les bons soldats. Ça nous a pris 3 ans de collecte et 2-3 ans de certification derrière, donc 6 ans pour le faire. À l'étiquetage, donc on s'est entouré, oui bien sûr. Donc on a développé beaucoup d'assets aussi pour nous aider. On utilise beaucoup de NLP, notamment pour aller fouiller les données des textes de radiologie anonymes, récupérer de l'information pertinente. Et on travaille quotidiennement avec une trentaine de radiologues avec qui on leur met en place une plateforme d'annotation qu'on a développée pour aller directement annoter un certain nombre, ce qu'on appelle des worklists. Donc, ils vont avoir 20-40 mammographies à annoter, trouver le cancer, avec le contexte. Donc, on leur donne les comptes rendus radiologiques, les examens complémentaires, etc., pour qu'ils nous aident à noter. Donc, on a mis ça en place très très tôt, ce qui fait qu'on a à peu près, on va dire, plusieurs centaines de milliers d'annotations dans nos données. Bonjour. Ouais. Comment ça se passe le financement de vos recherches avant que l'IA soit développée et tout? Donc, qui est-ce qui finance? Comment ça se passe? Alors, après le Dream Challenge qu'on a gagné, on est parti en roadshow pour une levée de fonds. On avait une autre activité à Therapixel. On était déjà dans le dispositif médical pour la radiologie, mais on faisait des choses, un écran de contrôle sans contact pour le bloc opératoire, ce qui était quelque chose un peu différent. Donc, on a pivoté l'activité vers ça. Donc là, le financement principal qu'on a eu, c'était de la levée de fonds chez des investisseurs, donc des VC. On a levé 15 millions. Ça remonte à 2018. Non, on a levé 5 millions, pardon. À ce moment-là, on a levé 5 millions en 2018 et on a levé 15 millions après en 2022 pour l'accélération commerciale. Donc, les 5 millions nous ont permis de développer l'IA et d'arriver au FDA clearance. Et les 15 millions nous ont permis de ramp up commercialement. Voilà, donc, puis vous avez d'autres sources de financement qui sont des projets, vous pouvez vous intégrer dans des projets européens, projets type ANR, la BPI aussi, Banque publique d'investissement, qui lance beaucoup d'appels à projets, notamment sur le secteur du dispositif médical. Donc c'est sur lesquels on a eu des financements. Là, c'est plus pour des études cliniques qui sont en cours prospectives. Donc là, ce que je vais montrer, c'était rétrospectif. Mais on a 2 études cliniques en cours prospectives en France, dont une qui s'appelle Aurelia, qui vient évaluer l'apport de l'IA en prospectif, notamment pour prendre une décision semi-autonome sur certains types de seins, avec un recrutement de 40 000 patientes qui est en cours. Donc voilà, donc vous avez, mais principalement ça va être du VC qui va vous financer et puis il va vous verrouiller aussi, mais ça c'est un autre sujet. C'est pas très différent de la recherche en vrai, parce que tu es toujours là à courir après les financements. Donc. J'avais vu une main se lever par là-haut, là, mais elle s'est peut-être rebaissée depuis. Ouais. Merci beaucoup pour la présentation. Et au tout début du projet, est-ce que les discussions interdisciplinaires qu'il y a pu y avoir entre toi, par exemple, qui est plus dans l'IA et l'informatique, les stats, et des praticiens du monde hospitalier, c'était facile Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as un retour d'expérience sur ces discussions-là? Bonne question. On avait mis en place un sorte de conseil médical. On avait rassemblé un peu des noms importants de la scénologie, donc l'imagerie du sein. Je pense que les gens étaient vachement curieux parce que à cette époque, l'IA c'était pour les radiologues, c'était un peu une boîte noire. Ça l'est toujours un petit peu, mais un peu moins. Et ils se disaient, mais justement, ils voulaient être aux avant-postes, quelque part, de cette révolution annoncée. Donc, on ne savait pas vraiment si ça allait être une révolution. Et donc, c'était plutôt accueilli avec bienveillance. On allait comprendre un peu cette technologie, qu'est-ce que ça peut apporter. Et ils arrivaient vraiment avec leurs problématiques à eux, qui étaient très spécifiques. Et moi, j'étais pas complètement rompu, en tout cas, à la mammographie. Je commençais, en tout cas, la scénologie. Donc, ça parlait, il y a eu des débats d'experts, ça parlait sur les fibroadénomes. Ah, mais ça, c'est compliqué, machin. Je me rappelle je comprenais rien à ce qui se passait dans la salle.
Donc, c'était plutôt bien accueilli, très curieux, et les discussions se passaient bien, quoi. Après, on a vu, peu de temps après, ce qui était marrant, c'est que on avait beaucoup de vieux de vieux experts, de grands experts de la scénologie, qui finalement leur carrière était faite et voilà, ils n'avaient plus rien à prouver, quoi. Et on a vu plutôt des backslash de gens autour de la 40-50aine qui leur restent encore un petit peu attirés en scénologie et qui sont mis un peu debout et vent contre l'IA en disant mais l'IA va jamais marcher, enfin on n'en veut pas, etc. Donc vraiment on avait ces mouvements un peu réfractaires, plutôt des middle-aged comme moi. C'était marrant. Mais finalement avec le temps, les gens, tout s'est un peu normalisé. C'est-à-dire que les grands enthousiastes de l'IA, finalement, bon, ok, on voit que ça aide sur certains cas, et puis d'autres, ça demande à être quand même démontré. Force est de constater qu'il y a quand même une adoption sur certains secteurs en santé de l'IA qui commence à se faire de manière quasiment systématique maintenant. Je pense que à l'heure actuelle en France, on doit avoir 30-40% du marché qui est couvert par l'IA sur le sein. Donc il reste quand même beaucoup à faire. Néanmoins, il y a 2 ans, c'était peut-être 5%, quoi. Donc on voit que les gens s'équipent globalement, massivement, parce qu'ils retrouvent leur intérêt. Ils disent, tiens, quel que soit un peu l'expertise, ils ont besoin d'une IA pour les aider parce qu'ils voient qu'ils font quand même mieux et ça rassure les patientes. Et les patientes sont demandeuses aussi. Bon, je diverge un peu, mais ouais. Bonjour, merci pour cette présentation. J'ai une petite question sur le fait qu'à un moment, vous avez parlé que les radiologues, à force, ils vont peut-être créer une moins bonne... Enfin, l'IA va faire mieux que les radiologues, en quelque sorte, si on simplifie comme ça. Et vous dites que ça va dégager du temps, ils pourront faire d'autres choses. Donc, peut-être au niveau de la scénologie, ce sera délégué plus à l'IA. Après, on s'occupera des radiologies du poumon. Mais petit à petit, est-ce qu'elle ne va pas rentrer sur tous les domaines ? Et donc, il faudra ensuite peut-être créer une prévention. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils se réorientent, qu'ils choisissent une spécialité différente. Enfin, il faut penser à la conversion du travail des médecins et des radiologues. Là, c'est un vrai sujet, ouais. En fait, je pense que le métier de radiologue est un métier qui est toujours sujet à l'innovation technologique. C'est quand même un métier qui a été, entre guillemets, créé par les ingénieurs du moment où on a réussi à faire des machines, des échographes, des scanners, des IRM et autres. Et ça, c'est pas... Il y a des médecins qui participent, mais c'est principalement des physiciens, en fait, qui travaillent ça. Donc, c'est un métier qui est profondément intersection, enfin, qui est né avec la technologie et qui évolue avec la technologie. Parce qu'avant, on avait ce qu'on appelle les négatoscopes pour mettre les radios. Maintenant, c'est tout informatisé. Donc, je vois plus l'évolution du radiologue comme un pilote d'avion. Il va avoir énormément d'informations qui arrivent de différentes sources. Et lui, il va être un petit peu à la conjonction de tout ça. Et à un moment donné, certes, il y aura sans doute une évolution de son travail, mais il y a des pistes qui sont déjà bien avancées sur plein de choses. Il y a beaucoup de radiologie interventionnelle. Donc, le fait que le radiologue va avoir un rôle encore plus important, justement, dans le traitement, pas juste le diagnostic. Et je pense que tous les corps de métier du radiologue ne vont pas être chamboulés par l'IA, loin de là. Je reste sur un mot positif et optimiste là-dessus. Je suis plus réservé sur le fait que l'IA va bouleverser tous les secteurs de la santé en peu de temps dans le monde. Je pense que ça n'arrivera pas. Je pense qu'il y aura quelques secteurs qui vont être effectivement aidés, impactés, parce que les données sont disponibles, existent et vont être capables de faire, mais ça ne va pas être global. Il y a des maladies rares, justement. Cette complémentarité radiologue, enfin, homme et machine, sur tout ce qui est rare, que l'IA n'aura pas forcément beaucoup vu, mais que le radiologue pourra dépister pour que cette combinaison des deux soit encore plus performante, me paraît une bonne source une bonne voie à poursuivre, quoi. Et le lien avec le patient, le lien avec les équipes de traitement, etc., est hyper importante. Donc, le radiologue est encore là pour un bon moment, je pense. Et je pense que c'est même maintenant qu'il faut y aller, parce que c'est maintenant que c'est hyper intéressant. Parce que c'est hyper chiant, en fait, lire des mamos, hein. Moi, j'ai les radiologues US, ils les lisent par batch, c'est-à-dire qu'ils ont des créneaux de 2-3 heures où ils les lisent, ils en lisent 100, 150, 200. Les mecs, ils sont, faut quand même alors, ils sont bien payés, certes, mais il faut en vouloir, quoi. Moi, je fais pas ça. Donc, ils accueillent, en fait, ça avec beaucoup d'enthousiasme. Et justement, le but, ça va être vraiment de les décharger un maximum pour qu'ils se concentrent. Peut-être le temps
qu'ils auraient consacré sur toutes ces images, ils vont le consacrer sur quelques patients pour être sûr d'apporter le meilleur diagnostic. Donc j'enlèverai jamais le radiologue de la boucle, parce qu'il y a aussi des phénomènes humains que l'IA peut pas modéliser. Moi, j'ai discuté avec des radiologues qui me disaient, bon, cette patiente, je sais qu'elle a un cancer, ça se voit dans l'image, mais elle a 80 balais, je vais pas l'emmerder. Elle est stressée, elle est fatiguée, je vais pas l'emmerder. Bon, ça va pas évoluer vite. Voilà. Donc ces éléments-là, ça, il y a que le radiologue et son contact humain qui va pouvoir le prendre en compte. Donc il faut jamais enlever l'humain de la boucle, ça c'est sûr. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai une question concernant les cas rares ou complexes. Alors, je ne sais pas, est-ce que les cas complexes sont très évidents sur les radios ou pas? Mais, il y a deux questions, pas une seule. Mais est-ce que le radiologue qui utilise votre outil ou votre modèle fait d'abord une analyse tout seul avant qu'il voit les résultats du modèle ou non? Parce que ça peut être un biais aussi il prend directement le résultat de votre modèle sans qu'il ait sa propre analyse non biaisée. Et une deuxième question qui en découle, c'est en fait peut-être qu'un radiologue expérimenté peut négliger ce que donne l'IA, mais pour les juniors, s'ils commencent à utiliser cet outil-là maintenant, peut-être qu'ils vont passer à côté de plusieurs cas complexes. Alors oui, question intéressante. Les cas complexes, est-ce que j'ai des exemples? Alors, je vais vous donner un exemple de cas un peu compliqué en mammographie, qui est les BI-RADS3, donc qui sont des cas un peu border que le radiologue surveille, et notamment ces fibroadénomes, donc j'ai mentionné avant, qui sont des lésions, on ne sait pas si elles sont malignes ou bénignes, mais en tout cas, elles évoluent pas dans le temps, sauf à un moment donné, elles commencent certaines partent en cancer au bout de 10 ans. Voilà, c'est des choses qu'on ne sait pas. Donc c'est pas forcément dur à détecter, mais savoir si ça va partir en cancer et quand est-ce que ça va partir en cancer, ça c'est l'inconnu. Donc c'est là que, par exemple, il y a des progrès à faire encore avec l'IA, peut-être, ou en tout cas la patte du radiologue peut être nécessaire. Les calcifications, quand elles sont trouvées, il y a beaucoup de biopsies inutiles qui sont faites dessus. Parce que le radiologue est incapable de dire est-ce que c'est bénin ou malin. Il y a des guidelines, mais c'est hyper compliqué. Donc là, pareil, on développe des IA, c'est un autre projet. On développe une IA spécifique sur les agrandis de calcification pour essayer de réduire le nombre de biopsies. Rappelle-moi ta deuxième question, excuse-moi. Merci. C'était concernant les juniors, les jeunes radiologues. Oui, il y avait l'aspect aussi concurrent, pardon, la lecture concurrente et les jeunes. Ouais. Alors, c'est un bon point. Donc, effectivement, nous, à ce stade, l'IA est disponible en même temps que le cliché de mammographie. Donc, le radiologue découvre les deux en même temps. Donc, on le biaise. Mais ça fait partie aussi de nos revendications cliniques et notre démonstration clinique a été faite là-dessus, sur une découverte concurrente de l'IA et de la mammographie, justement pour biaiser volontairement. On peut avoir une autre revendication qui dit qu'on l'utilise en seconde lecture ou en check, donc il doit déjà donner un avis sur la mammographie avant de voir l'IA, confronter son avis et éventuellement changer de décision. En France, on a une deuxième lecture qui fait un peu ça. C'est-à-dire que toutes les mammographies qui sont relues par un radiologue vont être relues par un deuxième radiologue quelques semaines après. Donc, on est plutôt sur l'aspect concurrent pour l'instant et ça questionne dans la communauté radiologue lequel est le mieux. J'ai pas de données là-dessus. Et alors, le fait que les jeunes soient nés dans l'IA et biaisés par l'IA avec le temps, j'ai envie de dire, si on se rappelle, j'ai vu un petit peu de la discussion d'avant sur la présentation d'avant, c'est vrai de tout. C'est-à-dire qu'on est dans une évolution technologique perpétuelle. Si on n'avait pas Internet, est-ce qu'on serait tous là en train de discuter? Si on n'avait pas l'électricité non plus. Bref, c'est un peu le sens de l'histoire aussi. C'est-à-dire que, certes, le radiologue junior qui va se former avec l'IA, peut-être sera moins performant seul, mais peut-être que, et c'est ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il devienne surperformant sur un autre truc que les vieux radiologues ne le sont pas. Parce que l'ensemble fait qu'on gagne, c'est pas un jeu à somme nulle. Donc c'est plutôt comme ça que je le vois, moi.
Et la technologie est là. Et si on démontre qu'un jeune avec une IA fait mieux qu'un expérimenté seul, est-ce que c'est éthique de ne pas le faire? Est-ce qu'on donne moins de chance aux patientes en interdisant aux jeunes d'utiliser l'IA, par exemple? Donc ça, il y a plein de questions un peu qui s'enchaînent là. Et moi, je veux dire, peut-être pas à votre génération, mais celle de mes enfants, qui est née avec ChatGPT, je me projette dans les discussions qu'il y a eu avant, qui sont, je veux dire, est-ce qu'il va devenir débile, entre guillemets. Je pense pas, parce que je pense qu'il développe d'autres compétences, bien sûr, de synthèse d'informations, une capacité de réaction rapide sur plein de trucs que moi je suis pas incapable de faire. Donc, je serais plus optimiste, tu vois, en disant, la technologie est là, de toute façon, on peut lutter contre elle, mais on n'y arrivera pas. Sauf après, il y a d'autres sujets plus politiques qui pourraient nous y empêcher, mais la société va évoluer, va progresser, je pense, avec ces technologies, et pour le mieux. Je suis très optimiste, un peu naïf, mais très optimiste. J'ai juste une petite question aussi. Vous avez dit que en fait, les médecins qui font des erreurs parce qu'ils ont utilisé ChatGPT, ils sont sanctionnés pour ça. Est-ce qu'il y a une loi pour ceux, enfin, par exemple, les radiologues qui utilisent des logiciels comme, des solutions comme la vôtre? Est-ce qu'il y a une loi que s'ils font une erreur parce que ils ont utilisé cette IA, que alors, pas comme ChatGPT. C'est un dispositif médical qui a été autorisé sur le marché pour ce qu'on appelle une indication for use ou une intended use, c'est-à-dire qu'il y a un usage qui est très clair. Si le radiologue l'a utilisé conformément à l'usage qui est défini du truc, il y a une question de responsabilité en cas de problème, effectivement. Sachant qu'évidemment, tous les fabricants de dispositifs médicaux disent que on est un outil d'assistance, on n'est en aucun cas un outil de décision. Alors, c'est un peu se dédouaner facilement, hein, je suis d'accord avec ça. Néanmoins, ça peut arriver de rater un truc. C'est-à-dire que l'IA, par exemple, un cas, c'est l'IA rate un truc, le radiologue le voit pas, et du coup, problème. Mais le truc, c'est que l'IA, le radiologue le voit pas non plus. On peut faire le parallèle aussi avec Tesla, la voiture autonome, qui dit faut avoir les mains sur le guidon, sur le volant à tout temps, mais il y a quand même eu des accidents. Et qui c'est qui a tort? Voilà, il y a une discussion, un débat d'experts là-dessus. Mais la réalité, c'est que dans la législation du dispositif médical, si c'est utilisé selon l'intended use, il peut y avoir des ratés. On n'a jamais dit qu'on était sensible à 100%, ni spécifique à 100%, et que ça reste la responsabilité du radiologue. Mais souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils font moins d'erreurs cumulées par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Donc, voilà. Par contre, utiliser quelque chose qui n'est pas un dispositif médical à but diagnostique et que vous plantez, là, vous pouvez prendre très cher. Oui. Bah, ce sera une belle conclusion. Enfin, ta conclusion d'avant était peut-être mieux, mais celle-là, on la prend quand même. Merci encore pour cette présentation. Merci à vous. Merci beaucoup.